bien là? Très bien. This meeting is being recorded. OK, excellent. Voilà, donc les traumatismes rachidiens en Haïti, défis et perspectives. Et la raison pour laquelle j'ai choisi le mot rachidien ou le rachis, c'est afin aussi de mettre un peu l'accent sur les différents aspects anatomiques de la colonne dont nous allons parler un petit peu plus. Donc tout traumatisme rachidien n'est pas forcément un traumatisme médulaire. Nous avons déjà eu le cher collègue qui nous est parti trop tôt l'année dernière, avant même que cette tragédie de notre perte nous est arrivée cette semaine. Mais j'ai commencé à préparer cette présentation lors de cette autre crise au sujet de laquelle beaucoup parmi vous avaient été en contact avec moi pour chercher des conseils concernant sa prise en charge. Malheureusement, tout le monde le sait, finalement, il a été transporté vers la République dominicaine et il est mort finalement des complications dues à son traumatisme. Donc, je dédie cette présentation à sa mémoire, aussi bien à notre communauté haïtienne qui devrait aussi bénéficier de ces, ou je dirais, voir dans ces défis aussi une opportunité de nous améliorer dans la prise en charge des cas complexes. Donc, comme aperçu, nous allons voir des définitions anatomiques et patho-anatomiques concernant la colonne vertébrale et son contenu, les types de blessures, des échelles qui pourraient être utiles dans le contexte haïtien, des échelles qu'on utilise surtout ailleurs, les principes de traitement et les barèmes adaptés au contexte haïtien, le cas échéant, des défis au niveau du système et des opportunités pour l'avancement de la médecine et la chirurgie de la colonne vertébrale. Alors, une lésion de la colonne vertébrale doit être suspectée chez tous les patients présentant un mécanisme lésionnel significatif et la protection de la moelle épinière est nécessaire jusqu'à ce qu'une blessure de la colonne vertébrale soit exclue et en particulier pendant le transport du patient. Vous qui avez suivi le catachak pourrez reconnaître quelques concepts que je vais réviser, mais je suis allé beaucoup plus loin dans cette présentation-là. Alors, cas numéro 1, un homme de 23 ans sans antécédent médical se présente à votre centre avec une blessure par balle au cou. Ses plaintes principales comprennent la dyspnée, la quadriparésie et des douleurs bilatérales au niveau de l'épaule. Ces signes vitaux sont stables et à l'examen neurologique, il est conscient et orienté, mais sa force motrice, pardon pour la coquille, sa force motrice met en évidence une quadriplégie complète et à la sensorialité, hyperesthésie bilatérale du dermatome C5, hypotonie de l'anus et les réflexes sont absents. Donc voilà le premier cas. Il y a aussi un deuxième. Le deuxième cas, un homme de 73 ans ayant des antécédents de maux de dos qui trébuche en descendant un escalier de 20 marches. Lorsqu'il essaie de se lever, il constate qu'il ne peut pas lever les bras, mais qu'il est capable d'utiliser ses jambes. Ses plaintes principales comprennent la dyspnée, la quadriparésie et des douleurs bilatérales au niveau de l'épaule encore. Ses signes vitaux sont stables et à l'examen neurologique, il est conscient et orienté. La force motrice, montre une faiblesse au niveau des membres supérieurs, surtout aux épaules.
tandis que la force musculaire au niveau des membres inférieurs sont à 4/5. Il y a la sensorialité, hyperesthésie bilatérale des épaules et des bras. Le tonus anorectal est normal chez ce patient, mais les réflexes sont à 3+, donc très forts. Alors, chez tout patient traumatisé, il y a bien évidemment un bilan primaire à suivre donc, qui comprend l'aération ABCDE. Donc, aération, les voies aériennes doivent être sécurisées, bouffée d'air, respiration et ventilation, circulation, CC, état cardiovasculaire et contrôle de l'hémorragie, des déficits ou état neurologique, et E, exposition et environnement. Il faut se souvenir de ce que la stabilisation de la colonne cervicale devrait faire partie du premier pas de A, aération. Donc, en même temps qu'on est en train de sécuriser les voies aériennes, il faut aussi protéger la colonne vertébrale cervicale avec l'immobilisation du cou, un collier cervical. Par la suite, il y aura le bilan secondaire. Évaluation du patient avec une lésion médulaire pourrait présenter une tendresse locale, un crépitus, une déformation. Et à l'examen neurologique, tout signe de perte de sensation ou paralysie ou de faiblesse suggère une lésion majeure de la moelle épinière ou du système nerveux périphérique. Donc, rappelez-vous que les déficits neurologiques peuvent compromettre l'examen abdominal. Et voilà le premier formulaire ou la première échelle que je vais partager avec vous qui vient de ASIA. ASIA, c'est une abréviation anglaise qui veut dire American Spinal Injury Association, Association américaine des blessures rachidiennes. Alors, il y a un standard international qui a été mis en place pour l'évaluation compréhensive des patients atteints de lésions médulaires, aussi bien que des lésions rachidiennes qui pourraient inclure un aspect médulaire. Et donc, les spécialistes dans le domaine, surtout, non pas seulement les neurologues et les neurochirurgiens, mais aussi les spécialistes en neuroréhabilitation, rééducation, utilisent ce genre de formulaire pour évaluer de la tête aux pieds chaque dermatome sensoriel et moteur. D'accord? Donc, en utilisant ce type de formulaire, et c'est l'une des ressources que je vais partager avec les organisateurs pour que vous puissiez avoir accès à ce genre de ressources et décider si ces ressources pourraient avoir une valeur quelconque dans le contexte haïtien. Mais je pense que celle-là pourrait être utile. Et que veut dire le résultat de ce formulaire? Donc, en utilisant à l'échelle de ASIA, on a A, B, C, D ou E. Les blessures de niveau A veulent dire que ce sont des blessures complètes où il n'y a ni fonction motrice, ni fonction sensorielle du niveau de la lésion vers le bas. Grade B veut dire blessure sensorielle incomplète, C, moteur incomplet, D, moteur incomplet. Alors, je vais vous dire la différence entre C et D tout à l'heure. Et E veut dire normal. Donc, E pourrait être, par exemple, le patient qui avait souffert un déficit neurologique qui s'est spontanément résolu. Alors, quelle est la différence entre C et D? C'est une question du pourcentage des groupes musculaires qui ont une force de 3/5 ou plus. Donc, si
la force musculaire est suffisante dans 50% ou plus des groupes musculaires évalués, on a un D. Mais si moins de 50% des groupes musculaires en dessous du niveau de la blessure ont une force suffisante, alors on a un C. Donc, c'est ça la différence entre C et D. Et pourquoi toute cette difficulté pour évaluer chaque niveau, chaque dermatome, chaque muscle? C'est parce que chaque grade a un pronostic différent. Par exemple, le patient atteint d'un grade de C pourrait avoir jusqu'à 75% des chances de marcher encore par rapport au grade A ou B. Et encore plus de chances avec le grade D et ainsi de suite. Donc voilà la valeur. Alors, il faut souligner que les études qui ont mis en évidence la valeur de cette échelle ont été menées chez des patients atteints de blessures contondantes et non pas pénétrantes. Alors, quand est-il sécuritaire d'enlever le collier cervical? Alors, le patient doit être éveillé et alerte et ne pas avoir un état d'ébriété ni de blessure gênante. Et si le patient n'a pas de mal au cou ou au niveau de la colonne vertébrale et n'a aucune douleur avec le mouvement et ne présente pas de déficit neurologique, alors dans ce cas, on peut enlever le collier cervical sans examen radiologique. Et quand l'imagerie est nécessaire pour exclure une lésion médulaire ou rachidienne, s'il y a altération de l'état mental ou de l'intoxication, s'il y a une tendresse focale ou d'autres résultats d'examen, et si l'examen neurologique est anormal. Lorsqu'il s'agit d'un patient qui pourrait être atteint d'une lésion rachidienne au site de l'accident ou de l'événement, il est d'une importance capitale de transporter le patient avec une lésion présumée de la colonne vertébrale avec le cou déjà immobilisé, en utilisant soit un collier cervical rigide, comme vous voyez ici à droite, ou même avec quelque chose d'autre comme des pierres ou des sacs de sable ou quelque chose de suffisamment lourd qu'on puisse mettre aux côtés de la tête pour empêcher que le patient puisse bouger la tête ou les mains. Probablement, si le patient est atteint d'une lésion médulaire, le patient ne pourra pas évidemment bouger très facilement, mais pendant les transports, il est considéré instable. Et donc, on court le risque d'aggraver sa blessure si on n'immobilise pas le patient, le cou du patient avant des transports. Donc, il ne faut jamais transporter le patient avec une blessure cervicale présumée en position assise ou en quelque position que ce soit autre que couché et le cou immobilisé. Alors, l'imagerie, quand est-elle nécessaire pour exclure une lésion médulaire? Les clichés de toute la colonne vertébrale sont indiqués s'il y a des résultats à l'examen qui soulèvent des inquiétudes pour une lésion de la colonne vertébrale. Les radiographies cervicales doivent inclure une vue AP et latérale avec une vue de l'articulation de l'atlas. Toutes les 7 vertèbres cervicales doivent être vues sur l'AP et la vue latérale. Peut-être... OK, voilà. Bon, je viens de parler des radiographies. Là, vous avez des résultats d'imagerie qui pourraient être liés à un cas de lésion cervicale pénétrante. Ce ne sont pas des images du même patient, ce sont des exemples. J'ai mélangé les exemples qui montrent le type de blessure qui peut se produire
chez le patient atteint d'une lésion pénétrante, où on voit par exemple sur le scanner en coupe sagittale des fragments hyper denses dans le canal de la colonne, et aussi bien on voit que les processus épineux, ici par exemple, sont dérangés, cassés, explosés par les présumés projectiles. Et dans les coupes axiales aussi, on voit que, par exemple, surtout dans ces deux cas ici, les deux exemples à droite, on voit une lésion ipsilatérale qui pourrait, par exemple, expliquer un déficit neurologique ipsilatéral au lieu d'une paraplégie ou une paraplégie, comme on a, ou quadriplégie, comme on a vu dans les cas. Alors, voilà le type d'image que le scanner et la radiographie, mais avec moins de résolution, pourraient mettre en évidence. Ce qu'on ne peut pas voir avec ce genre d'image est le tissu mou. Alors, les tissus mous ne peuvent pas être mis en évidence avec ce genre d'imagerie, mais il y a un problème. Les projectiles, parfois, ont des caractéristiques qui ne permettent pas qu'on puisse effectuer l'imagerie à résonance magnétique, même s'il est disponible. Donc, il faut toujours penser au magnétisme et aux propriétés physico-chimiques des armes ou des projectiles lorsqu'on a la possibilité d'effectuer un examen radiologique à résonance magnétique. Parfois, ils sont contre-indiqués. Ça, c'est le cas 1. Le cas 2, c'était le cas du patient qui était tombé dans l'escalier. Et voilà le type de blessure qui peut se produire. Donc, on a le deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième corps vertébral qui est subluxé, qui, sans imagerie magnétique, on voit déjà le compromis du canal de la colonne. On voit qu'il y a une expansion de l'espace interépinal entre 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, sûrement, les ligaments, nous allons revoir un peu plus tard, ont été dérangés. Et on peut déjà s'attendre à ce qu'il y ait une lésion discale, même si on ne voit pas le disque sur ce genre d'image. Mais là, quand on a la possibilité d'effectuer l'imagerie à résonance magnétique, on peut voir exactement ce qui se passe. Et là, c'est une séquence T2 qui nous montre très bien les liquides, le liquide céphalorachidien en jaune ou en blanc et le tissu de la moelle en gris. Et on peut voir qu'il y a justement une hernie discale traumatique qui déforme la moelle épinière disons, de l'aspect antérieur qui compromet justement le canal, qui change la couleur de la moelle épinière à cause de l'inflammation qui se produit. Donc, il y a un changement du signal. Donc, on peut voir un peu de blanc, par exemple, dans ce gris, signe d'œdème au niveau de la moelle. Et ici, on peut voir la dure mère qui a été poussée vers l'arrière avec l'expansion du ligament longitudinal postérieur.
D'accord? Donc, on voit très bien tout ce qui se passe et ce type de blessure suggère ou pourrait suggérer qu'on fasse des abords chirurgicaux très particuliers dont on va parler. OK, maintenant, du point de vue épidémiologique, en Haïti, qu'est-ce qu'on sait? La réponse, très peu de choses, malheureusement. On a encore à effectuer ces études et cet article qui a justement étudié l'épidémiologie des lésions médulaires de partout dans le monde a mis dans ces couleurs que vous voyez les pays qui sont bien évidemment des pays à haut revenu, des pays, des soi-disant pays développés, où on a pu effectuer ces recherches et où on a des chiffres valables quant à l'épidémiologie des traumatismes. Mais quoi donc des États-Unis? Au moins en sachant un petit peu sur l'épidémiologie ailleurs, on peut avoir une idée des hypothèses, par exemple, de projets de recherche qu'on pourrait mener en Haïti. Alors, quand on regarde l'incidence des lésions médulaires traumatiques en Amérique du Nord, il y a 39 cas par million d'individus et ces chiffres viennent des années 2018-2019. Et vous voyez tout de suite que le chiffre est plus élevé que ces pays pairs, comme en Australie, où il y a 16 cas par million d'individus, ou l'Europe occidentale, où il y en a 15 par million d'individus. Et c'est dû surtout aux crimes violents. Donc même de nos jours, quand on parle de l'insécurité en Haïti, on peut quand même se rendre compte du fait que les États-Unis aussi font face à une crise d'insécurité qui empire. Alors, c'est l'une des raisons pour lesquelles on voit beaucoup plus de cas aux États-Unis que dans les autres pays soi-disant développés. Comme dans presque toutes les maladies traumatiques, il y a une prédominance masculine. Donc, les hommes, 79,8% et les femmes, 20,2%. Le profil d'âge des personnes atteintes montre une distribution bimodale, donc où il y a un pic chez ceux qui sont plus jeunes, entre l'âge de 15 et 29, et un deuxième pic plus petit mais croissant qui se situe dans ceux qui sont âgés de plus que 50 ans. Et là, on parle des États-Unis surtout. Aux États-Unis, la proportion de patients avec une lésion médulaire traumatique qui sont âgés plus que 60 ans est passée de 4,6% en 1970 à 13,2%, donc plus que triplé en 2008. Cette tendance se poursuit parallèlement au vieillissement de la population du monde. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, rappelez-vous que dans le deuxième cas, laisse-moi aller en arrière un petit peu. Je vais vous montrer. Le deuxième cas, qui avait des antécédents de maux du dos. Voilà l'importance de cet aspect de l'histoire. Il avait déjà des antécédents de maux du dos et à cet âge-là, on voit de plus en plus des changements dégénérateurs au niveau de la colonne chez cette tranche d'âge. En termes d'étiologie, les accidents de la circulation sont la première cause de tous les traumatismes et des lésions médulaires traumatiques en Amérique du Nord et représentaient 38% des blessures entre 2010 et 2014, bien que ce nombre soit diminué progressivement et bien que le nombre de cas dus à la violence augmente progressivement. Les chutes aussi sont généralement la deuxième cause
et représentait 31% des blessures pendant la même période, suivi des blessures liées au sport qui représentaient 10 à 17% de ce genre de traumatisme. Et les impacts à haute énergie tels que les accidents de la voie publique, les blessures liées au sport qui sont beaucoup plus fréquents chez les plus jeunes, et les impacts à faible énergie sont plutôt plus fréquents chez les individus qui sont plus âgés. Pourquoi? Parce que, comme je viens de dire, on voit chez ceux qui sont plus âgés et dans les pays où la transition démographique augmente le nombre de gens qui sont plus âgés, on voit une dégénérescence vertébrale sous-jacente qui devient de plus en plus fréquente chez ces gens-là. Et ce sont les gens chez qui on va voir beaucoup plus souvent, par exemple, une myélopathie cervicale dégénérative qui est courante et qui augmente le risque d'une lésion médulaire lorsqu'il y a un impact à faible énergie. En termes de mortalité, bien que la survie des patients atteints de lésions médulaires traumatiques s'est améliorée avec le temps, les patients continuent d'avoir des taux de mortalité supérieurs à ceux des témoins selon l'âge. Des estimations de la gamme de mortalité aiguë dans les centres hospitaliers sont de 4% à 17%. Après la sortie de l'hôpital, les taux annuels de mortalité restent encore constamment élevés. Donc, 3,8% des patients qui décèdent dans la première année suivant la blessure, 1,6% dans la deuxième année et 1,2% chaque année suivante. Donc, en dépit du fait qu'il y ait des technologies biomédicales modernes et qu'on constate l'avancement des soins qui sont disponibles pour les lésions rachidiennes, la durée de vie reste considérablement réduite chez les patients atteints de ce type de lésions. Par exemple, la vie d'espérance après les lésions médulaires pour un individu de 40 ans est abaissée à 23 ans après une lésion cervicale de niveau 5, C5 à C8, et 20 ans après une lésion C1 à C4 et 8,5 ans s'ils sont dépendants du ventilateur. OK, maintenant, on va réviser quelques syndromes clés associés à une lésion médulaire, dont le syndrome du cordon central, le syndrome de Brown-Séquard, le choc neurogénique, le choc spinal, et je parlerai de quelques-uns d'autres. Alors, syndrome du cordon central, très, très courant. C'est la forme la plus courante de lésions cervicales. Et les lésions cervicales sont les plus courantes parmi les lésions de la colonne. Et se caractérise par une perte de mouvement et de sensation dans les bras et les mains. Et généralement, ce genre de blessure produit une faiblesse plus significative au niveau des bras qu'au niveau des jambes. Et parfois, il n'y a même pas de faiblesse au niveau des jambes. Ce syndrome résulte généralement d'un traumatisme qui cause des lésions au cou, entraînant des lésions importantes de la voie cortico-spinale centrale de la moelle épinière. D'accord? Donc, dans ce dessin-là, vous avez une idée de la partie de la moelle qui est touchée par ce genre de syndrome. Le syndrome est plus fréquent chez les personnes âgées de plus que 50 ans, car l'arthrose dans la région du cou et la dégénérescence dont on vient de parler peut provoquer un affaiblissement des vertèbres aussi bien que des changements osseux et des tissus mous qui réduit déjà le canal spinal et les voies par lesquelles les éléments neuronaux essaient de se passer.
Alors, le syndrome du cordon spinal survient le plus souvent chez les personnes âgées atteintes de spondylose cervicale, mais il peut également survenir chez les personnes plus jeunes. Et le syndrome de Brown-Séquard, vous qui avez déjà suivi le catachak, avez déjà vu cette image. Donc, rappel, une hémisection de moelle qui produit une paralysie flasque des mouvements volontaires, hémiplégie spinale du côté de la lésion, alors ipsilatérale, une paralysie spastique et abolition de la sensibilité épicritique et profonde du côté de la lésion, d'accord? Donc, 1 et 2 sont ipsilatérales, et contralatéralement, une anesthésie thermo-algésique. Donc celle-là du côté opposé à la lésion. Alors, c'est l'un des syndromes classiques. Donc, je suis sûr que vous avez tous appris à un moment quelconque un peu sur ce syndrome. Le syndrome est rare, mais le syndrome nous permet de nous rappeler ces voies spinales du système nerveux central. Alors, une hémisection de moelle produit une paralysie flasque ipsilatérale, une paralysie spastique et abolition de la sensibilité ipsilatérale et une anesthésie thermo-algésique contralatérale. Le deuxième syndrome, le troisième syndrome, choc neurogénique. Là, maintenant, on parle des séquelles des lésions médulaires qui nécessitent une prise en charge intensive, dans les meilleurs des cas, dans une unité de soins intensifs. Alors, le choc neurogénique est un diagnostic de choc qui est moins aisé à prendre en charge devant un arrêt cardio-respiratoire isolé et peut se produire dans ce type de cas. Mais c'est une complication dévastatrice des lésions de la moelle épinière et se manifeste par une hypotension, bradyarrhythmie et un dérèglement de la température dû à une vasodilatation périphérique consécutive, produite par une défaillance circulatoire. Alors, cela se produit en raison de la perte soudaine du tonus sympathique avec une fonction parasympathique préservée, conduisant à une instabilité autonome. Le choc neurogénique est principalement associé à des lésions de la colonne cervicale et thoracique haute, donc de C2 à T1 ou T2. Le choc neurogénique doit être différencié du choc hypovolémique. Et ce dernier est souvent associé à une tachycardie. Maintenant, pour le choc spinal, donc, il est important de pouvoir différencier entre le choc neurogénique et le choc spinal, mais les deux peuvent se produire et souvent les deux se produisent, mais ne se produisent pas en même temps. Souvent, c'est le choc spinal qui présente en premier et par la suite le choc neurogénique. Et si on ne prend pas bien en charge ces deux types de chocs, ce sont des causes courantes d'une mortalité hospitalière chez les patients atteints de lésions médulaires. Alors, le choc spinal, résultat d'une lésion médulaire grave qui nécessite généralement un traumatisme direct à fort impact. L'ischémie de la moelle épinière peut aussi produire le même type de syndrome par hypotension ou une occlusion thrombotique des artères qui irriguent la colonne cervicale. Mais bien évidemment, le traitement est différent selon l'étiologie des deux types de chocs. OK, donc pour résumer les différences, choc neurogénique, résultat cardiovasculaire, perte de tonus sympathique, typiquement d'une blessure de la colonne cervicale, hypotension et parfois avec bradycardie, tandis que le choc spinal se réfère plutôt aux résultats neurologiques, perte du tonus musculaire et des réflexes sous le niveau de la blessure et peut être temporaire. Okay, maintenant, des principes de la prise en charge médicale. Parlant du choc, l'hypotension et la bradycardie due à un dérèglement autonome et un déséquilibre doivent être pris en charge.
puisqu'il y a une diminution de la résistance vasculaire qui entraîne cette hypotension, il faut bien équilibrer les fluides. Le tonus parasympathique sans opposition peut entraîner une bradycardie. Donc, ce sont tous des symptômes qu'il faut, un, pouvoir reconnaître et deux, pouvoir traiter immédiatement. Donc, c'est un traitement d'appui, un traitement de support surtout. Donc, maintien de la pression de perfusion médulaire est absolument crucial dans la prise en charge des types de chocs qu'on voit chez les médulaires. La tension artérielle moyenne devrait être entre 85 et 90. Au fait, supérieur à 85 déjà. Donc, il n'est pas besoin forcément de maintenir cette tension en bas 90, mais au moins supérieur à 85 pendant les premiers 5 à 7 jours. Après une gestion judicieuse des fluides pour éviter la surcharge liquidienne et l'œdème, un traitement inotrope est très souvent requis par la plupart des patients pour bien irriguer la colonne. Et les études révèlent une meilleure amélioration de la perfusion médulaire avec la noradrénaline, mais une meilleure tolérance aux effets secondaires par rapport à la dopamine ou la phényléphrine. Donc, ce sont les anesthésistes et les anesthésiologistes qui sont peut-être un peu plus habitués à utiliser ce genre de médicaments, mais ce sont des médicaments cruciaux dans la prise en charge intensive des lésions médulaires. Alors, bradycardie profonde demande l'administration d'atropine ou une stimulation temporaire. Il peut se produire aussi l'iléus paralytique qui nécessiterait une décompression et après résolution, la nutrition entérale et la thermorégulation sera également altérée chez ces patients en état de choc rachidien et cela pourrait nécessiter un contrôle externe pour maintenir la température corporelle. Je viens de dire à mon collègue, Dr Lafortune, que le coût de soins dans une unité de soins critiques aux États-Unis est supérieur à $10 000 US par jour. Donc, maintenant, ça vous donne l'idée des besoins dans une unité de soins intensifs moderne qui pousse ce coût si haut. Bien sûr, prophylaxie de la thromboembolie veineuse. Il faut absolument éviter la thromboembolie dans les 72 heures suivant l'admission et, si possible, pendant toute l'admission, mais surtout pendant les 3 premiers jours. La prévention des escarres avec des mesures prophylactiques adéquates est essentielle. Le retournement et le positionnement avec les techniques appropriées de roulement en bloc sont nécessaires pour éviter cette complication. Et le cathétérisme urinaire est nécessaire en raison de la rétention urinaire qui se produit très, très souvent chez la lésée médulaire, aussi bien qu'une prophylaxie d'ulcère gastrique. OK. Je suis sûr qu'on va parler un peu plus des glucocorticoïdes, des stéroïdes. Mais jusqu'à nos jours, aucune thérapie pharmacologique spécifique et idéale n'est disponible pour les traumatismes médulaires. Les données soutenant l'efficacité des glucocorticoïdes, corticostéroïdes sont insuffisantes. Il y a une étude en 1990 qui s'appelait National Acute Spinal Cord Injury Study, NASCIS-2, qui n'a pratiquement montré aucune différence dans la récupération neurologique après 1 an dans les 2 groupes comparant la méthylprénisolone avec le placebo. Donc là, c'était l'un des résultats. Deuxième résultat, les patients traités dans les 8 heures et seulement les premières 8 heures suivant la blessure
ont montré une meilleure récupération de la fonction motrice avec méthylprénisolone. Et voilà la dose. Mais les taux de complications et de mortalité étaient similaires parmi les deux groupes. Donc, il n'y a pas vraiment de différence concernant les complications et même la mortalité quand on comparait le groupe qui recevait méthylprénisolone et le groupe qui ne le recevait pas. Donc, on a conclu que le traitement par la méthylprénisolone était indiqué pour les traumatismes médulaires aigus, mais seulement dans les premières 8 heures suivant la blessure. Et les effets étaient très, très marginaux, avec très peu d'impact sur la récupération clinique. Tandis que le risque de complications en faisait un traitement moins favorable, et surtout chez les patients ayant une administration prolongée pendant 48 heures ou plus. C'est la raison pour laquelle les deux organisations nationales pour la neurochirurgie aux États-Unis ne recommandent pas l'utilisation de glucocorticoïdes dans les lésions aiguës de la moelle épinière. C'est une question très, très controversée dans le domaine et je pense qu'on va en parler un peu plus. Chirurgicalement, la décompression chirurgicale et la réduction de la colonne cervicale sont indiqués avec une compression importante de la moelle et des déficits neurologiques qui ne se prêtent pas à une réduction fermée. Cependant, le moment optimal de la chirurgie n'est pas clair, mais actuellement, la plupart des recommandations formelles poussent les cliniciens à intervenir à non plus que 24 heures suivant la blessure. Dans le centre de traumatologie où je travaille actuellement, on essaie de standardiser les interventions rachidiennes pour les traumas rachidiens à non pas plus que 12 heures suivant la blessure. Donc, il faut travailler très vite là. Et pour ceux qui ont des plaies pénétrantes, très malheureusement, jusqu'à présent, les interventions chirurgicales n'ont pas montré des meilleurs résultats chez les patients atteints de plaies pénétrantes au niveau du rachis. Alors, intervenir ou non reste une autre question très, très controversée. On parle de la chirurgie, évidemment. Intervenir chirurgicalement reste une question très, très controversée. Et cet algorithme vient de l'expérience de l'un des plus grands centres de traumatologie aux États-Unis, à Maryland, le Maryland Shock Trauma. Donc, selon leur expérience, quand ils reçoivent le patient atteint d'une plaie par balle au niveau de la colonne cervicale avec un déficit neurologique. Donc, il faut avoir un déficit neurologique. S'il y a une aggravation neurologique avec compression de la moelle, dans ce cas, ils interviennent tout de suite. Avec décompression de la moelle et stabilisation de la colonne. Si le patient présente avec un déficit neurologique et instabilité cervicale, leur traitement dépend de la morphologie de la fracture, de la morphologie de l'instabilité. Et plus tard, je parlerai un peu plus de la théorie des colonnes. Mais si 2 des 3 colonnes, sans fracture de la pédicule ou une seule colonne est touchée, ils utilisent l'orthose cervicale. Et si 2 colonnes sur les 3 avec la pédicule sont touchées ou toutes les 3 colonnes sont touchées, dans ce cas, ils
interviennent avec immobilisation par halo ou bien avec une stabilisation chirurgicale ouverte, fusion interne. Donc, on n'en parle pas plus. Autrement, vu que jusqu'à présent, il n'y a pas vraiment eu de bons résultats dans nos efforts de traiter les patients atteints de lésions médulaires pénétrantes, c'est un domaine de recherche très, très actif où on est en train d'étudier les thérapies de transplantation cellulaire, l'administration de plasma riche en plaquettes, des traitements exosomaux, des traitements ciblant les mitochondries et encore la greffe de cellules souches qui s'est révélée prometteuse dans quelques études. Mais aucun de ces traitements n'est encore courant ou utilisé. Ce sont tous ils existent tous dans le domaine d'expérimentation et de recherche. Quelques syndromes d'autres, syndrome centromédulaire, une atteinte motrice plus importante aux membres supérieurs qu'aux membres inférieurs. On a déjà parlé du syndrome du cordon central, donc c'est pratiquement le même syndrome. Mais il y a aussi le syndrome de contusion antérieure de la moelle qui produit une tétraplégie ou une paraplégie complète sur le plan moteur, mais conservation du tact épicritique de la sensibilité profonde. Et cela est dû à la pathoanatomie de cette blessure-là. Et quant au syndrome de contusion postérieure de la moelle, on voit plutôt une ataxie et abolition des tracts épicritiques et de la sensibilité profonde, sans forcément d'effet moteur. Donc, comme dans toute la neurologie, la pathoanatomie de la blessure détermine les symptômes et les signes cliniques. Alors voilà un cas qui a été pris en charge de manière conservatrice, scanner chez un jeune homme de 27 ans qui a été pris en charge n'utilisant qu'un collier cervical pour le traitement, et cela après avoir souffert une plaie par balle au niveau du cou. Et il a présenté lors de son examen de suivi de 6 semaines avec une aggravation de la douleur au cou et une nouvelle déformation symphotique cervicale. Cette nouvelle difformité est marquée en comparant l'image initiale à gauche avec l'étude de suivi de 6 semaines à droite. Donc, ce genre de déformation est aussi une indication chirurgicale. OK, voilà un autre, pardon encore pour les coquilles, une autre échelle qui pourrait être utilisée dans le cas de lésions contondantes au niveau du cou, où on n'est pas sûr si on devrait intervenir chirurgicalement ou non. Donc, cette échelle, l'échelle SLIC, Subaxial Injury Classification, SLIC, donc c'est une autre échelle que je vais partager avec vous par un article que j'enverrai aux organisateurs. L'objectif ultime de ce score, qui utilise 3 catégories, morphologie, complexe disco-ligamenteux et l'état neurologique, avec les points que vous voyez à droite. Donc, selon la gravité de la blessure et le nombre de points, on décide si le chirurgien devrait intervenir ou non. Et le SLIC obtient un score de 1 à 3 chez les patients qui ne devraient pas être traités chirurgicalement. Donc, c'est la catégorie de traitements non chirurgicaux. Et un score de 5 et plus relève de la fixation et intervention chirurgicale. Donc, là, c'est le numéro 4 qui est le score un peu controversé où le chirurgien peut décider soit d'intervenir, soit de ne pas intervenir en fonction d'autres aspects.
du tableau clinique. OK, pour le cas numéro 2, voilà le traitement chirurgical qui a été effectué. Souvent, quand on a un compromis de la colonne des deux côtés, antérieur et postérieur, souvent le chirurgien intervient des deux côtés. Le plus souvent, quand je pratique personnellement, j'interviens normalement par la bord postérieure. Pourquoi? Parce que la bord postérieure permet à la moelle épinière de flotter vers l'arrière et d'être libérée. Souvent, après cette première opération, on n'a même pas besoin d'intervenir par abord antérieur. Et si besoin est, on peut toujours retourner et effectuer l'intervention par l'abord antérieur. Troisième cas, femme de 34 ans, je vais aller un peu plus vite. Originaire de Jérémie, aucun antécédent médical, qui présente avec une paraplégie après qu'une porte en fer mal construite est tombée sur elle. Elle est conduite à la capitale où l'imagerie est obtenue avant l'arrivée dans un centre de référence. Et vous savez déjà très bien dans quel contexte nous vivons et nos compatriotes vivons, où souvent on a affaire à des immeubles mal construits qui peuvent produire des blessures de ce genre. Et c'était le cas chez elle. Son examen à l'arrivée, alerte et orienté vers soi, le lieu et la date, donc état mental plus ou moins normal, mais les membres supérieurs et bilatéraux, 5 sur 5, donc fort, mais paraplégie au niveau des membres inférieurs, bilatéralement. Déficit sensoriel au niveau T12, donc c'est plus ou moins un peu plus bas que l'ombicule, et sensation positive de douleur antérieure à la cuisse gauche. À l'examen, il y avait aussi une déformation spinale palpable, et la question qu'on devrait se poser, c'est quel score sur l'échelle de déficience de l'Association américaine des lésions médulaires dont je vous ai parlé. Alors là, c'est A. Donc, si la lésion est au niveau T12 et elle n'a ni fonction sensorielle, ni fonction motrice, donc on est à A. Donc, une lésion complète. Là, c'est pour nous rappeler la distance entre Jérémie et l'hôpital Bernard-Meuse où elle avait été amenée. Et le défi déjà auquel on a affaire pour stabiliser un patient avec une lésion médulaire qui va maintenant être transporté pendant 6 heures de temps ou plus pour arriver à Port-au-Prince. Et là, puisque le temps court, là, je vais aller un petit peu plus vite. Et si on a des questions, on peut revenir sur plusieurs aspects de ce cas ou d'autres aspects de la présentation dont vous aimeriez parler plus. Mais voilà, en coupe sagittale, la subluxation et fracture des 3 colonnes de sa colonne thoracolombaire. Alors, j'ai dit 3 colonnes, qu'est-ce que ça veut dire? En 1983, le professeur Denis nous a donné, après une analyse de la biomécanique des lésions rachidiennes, il nous a donné une théorie qui, jusqu'à nos jours, s'est révélée très utile pour décrire les fractures thoracolombaires. Il a donc divisé la coupe sagittale de la colonne en 3 colonnes. D'accord? Donc, les 3 colonnes de la classification de Denis comprennent la colonne antérieure, la colonne moyenne et la colonne postérieure, qui comprennent donc
dans la colonne antérieure, le ligament longitudinal antérieur et les 2/3 antérieurs du corps vertébral et les 2/3 antérieurs du disque intervertébral. Tandis que dans la colonne moyenne, on a le ligament longitudinal postérieur, on a les 2/3 postérieurs du corps vertébral et les 2/3 postérieurs du disque intervertébral et aussi le ligament longitudinal postérieur. Et dans la troisième colonne, on a le reste des pédicules. Donc, on a une partie des pédicules dans la colonne moyenne. On a le reste des pédicules dans la colonne postérieure. Et on a aussi le ligament sus-épineux, donc le ligament qui lie l'un processus épineux à l'autre, aussi bien que le ligament interépineux entre les deux processus épineux, le ligament jaune qui se trouve ici et le processus articulaire supérieur qui est la partie de la facette articulaire du zygoapophyse qui se projette vers le haut et qui rencontre le processus articulaire inférieur de l'autre côté. Et on a la capsule qui lie ces deux processus l'un à l'autre. Donc, tout cet aspect-là, cet aspect postérieur est énormément crucial et pour la stabilité de la colonne et pour les mouvements stables de la colonne. Donc, Denis a trouvé que les fractures qui touchent deux des trois colonnes sont instables. Donc, on peut s'imaginer déjà qu'une fracture qui touche toutes les trois colonnes est énormément instable et c'est le cas dans le cas dont nous avons parlé. Il y a aussi cette échelle, TLIX. Je ne vais pas trop dire là-dessus, mais cette échelle-là ressemble beaucoup à l'échelle dont je vous ai parlé au niveau de la colonne cervicale, qui permet aux chirurgiens encore de décider si on devrait opérer ou non. Ce ne sont pas des règles fixes, ce sont des outils qu'on peut utiliser en prenant, bien sûr, en considération le contexte clinique du patient qui pourrait pousser le chirurgien vers l'une option ou l'autre. Mais ce sont des échelles qui pourraient nous aider. Et il y a une autre, la classification AO-Spine, qui a longtemps été utilisée plus dans les domaines de recherche parce qu'il classifie de manière beaucoup plus pointue tous les aspects et musculo-squelettiques et neurologiques de ce type de traumatisme. Mais ce n'est que très récemment où ce travail a mené à des échelles qu'on peut utiliser aussi pour aider le chirurgien à décider si on devrait intervenir ou non. Alors, considération dans ce troisième cas, opérer ou non opérer, est-ce qu'on devrait traiter de manière conservatrice? Quel est le pronostic? Risque et bénéfice, stabilité, horaire, je veux dire dans quel délai intervenir et quelles ressources est-ce qu'on a pour effectuer l'intervention? OK? Donc, le docteur Lafortune et moi, nous avons décidé d'intervenir dans ce cas, bien qu'elle soit arrivée très, très tard. Donc, elle avait déjà très peu de chances de se récupérer, mais nous nous sommes rendus compte qu'elle n'aurait aucune chance de se récupérer sans intervention. C'est pourquoi nous avons décidé d'intervenir dans ce cas. Et donc, nous avons effectué une décompression de sa moelle. Donc, voilà la moelle épinière que vous pouvez voir ici. Voilà la ligne de la fracture qui a divisé le ligament supraépineux et les autres ligaments qui ont été déchirés par la fracture. Et quand nous l'avons mis en position prone, il y a eu une réduction spontanée de la subluxation qui nous a aidé à effectuer l'intervention un peu plus rapidement. Mais quoi de la stabilisation de la colonne traumatisée en Haïti? Alors, une autre question qui m'intéresse
beaucoup puisqu'il y a beaucoup de défis économiques à avoir à faire dans cette question. Parce que cette patiente-là et d'autres patients qui pourraient nécessiter ce type d'intervention maintenant sont obligés de rester dans leur lit pendant des mois et pendant qu'on attend un fusionnement éventuel. Si on a la chance d'avoir un fusionnement éventuel des éléments osseux, tandis que dans les pays soi-disant développés, on a des vis et beaucoup plus de matériel qui non seulement permet un fusionnement plus efficace, mais qui permet aussi aux patients de suivre un programme de rééducation qui améliore ces résultats. Donc, comment résoudre ce problème de manque de matériel en Haïti pour effectuer ce type d'intervention? J'ai presque fini là. Alors, cette image vient d'un travail que j'ai aidé à mener à l'Université Harvard il y a quelques années de cela, où nous avons étudié de près le problème d'accès aux ressources pour les soins neurotraumatiques dans les pays en voie de développement. Et nous nous sommes rendus compte que dans un système de santé national, il faut absolument qu'il y ait un de ces composants dans le système pour une prestation de soins efficaces dans les traumatisés, soit du cerveau, soit de la colonne et de la moelle épinière. Donc, il faut un système au niveau du gouvernement, un système de surveillance, il faut un système de prévention. Et là, dans les trois derniers aspects de la prestation des soins, il y a bien sûr les soins pré-hospitaliers qui sont encore à développer dans le contexte haïtien. Il y a le système chirurgical en lui-même et par la suite, il y a le système de rééducation. Il faut s'assurer de l'accessibilité à tous ces composants pour une prise en charge efficace des lésions rachidiennes et de quelques lésions que ce soit, franchement. Mais j'ai mis le point ici de la standardisation de l'équipement essentiel dont on a besoin pour effectuer le geste chirurgical. Donc, encore à voir comment résoudre ce problème dans le contexte haïtien. Donc, nous avons vu les définitions anatomiques et patho-anatomiques de la colonne vertébrale et les types de blessures rachidiennes. J'ai partagé avec vous quelques échelles utiles que je peux encore partager avec vous par la suite par nos organisateurs. Quelques principes de traitement, les barèmes à adapter au contexte haïtien le cas échéant, y compris les défis au niveau du système et les opportunités pour l'avancement de la médecine et de la chirurgie de la colonne vertébrale en Haïti. Donc, pour finir, les points clés. Les traitements des lésions du rachis est complexe et nécessite une série d'interventions opportunes et coordonnées effectuées par une équipe interdisciplinaire. Le contexte haïtien présente des défis significatifs pour un traitement optimal des lésions rachidiennes et les défis du contexte haïtien peuvent être relevés grâce à des recherches et des efforts axés sur 1. La définition de l'épidémiologie des traumatismes rachidiens en Haïti. 2. Le partenariat stratégique avec des collègues étrangers. 3. Une application innovante de cadres issus de d'autres contextes. Et quatrièmement, mais peut-être pas quatrième, mais pas dernièrement, l'innovation qui privilégie les forces locales. Et donc, voilà quelques-unes de mes ressources, ma bibliographie. Alors, merci beaucoup pour votre attention. Merci en pile. Et encore, je m'excuse pour les coquilles après cette tragédie qui s'est produite avec la mort de Paul Farmer. J'ai été gravement touché par cette tragédie-là et cela m'a empêché de mieux préparer cette présentation, mais j'espère que vous avez quand même
pu apprendre des nouvelles choses et vos questions et vos commentaires seront les bienvenus. Donc, merci. Bonjour, bonsoir, docteur Bartholomé, ça va? Bonsoir Frédéric, comment allez-vous? Ça va très bien, merci pour cette très belle conférence. Et Darren m'avait demandé de poser les questions, de partager avec toi les questions. Je dois dire que malheureusement, je ne remarque aucune question encore. Ou bien tu as été très, très clair, ou bien tu as dit très simplement des choses assez spécialisées. D'accord. Bon, peut-être je peux, si le docteur Yudi Lafortune est disponible, j'aurais bien aimé qu'il fasse quelques commentaires en premier et soit me pose des questions ou bien pose à l'assistance des questions. Donc, je ne sais pas s'il est disponible. Yudi, est-ce que tu es disponible? Gentil, bonsoir, Aline. Je présente cette présentation. Et qui demande quel est le pronostic après une intervention sur le rachis? Très, très bonne question. Excellente question. Le pronostic après une intervention sur le rachis. Donc, d'abord, comme nous avons dit, la réponse dépend de plusieurs facteurs. Il y a d'abord la question de lésions pénétrantes ou non pénétrantes. Je vous ai déjà dit que dans le cas de lésions pénétrantes, malheureusement, jusqu'à nos jours, le pronostic reste pratiquement le même. Plus dans le cas d'intervention chirurgicale, le risque de l'intervention chirurgicale. C'est la raison pour laquelle on a beaucoup de difficultés à intervenir sur ces cas parce que on est moins sûr de l'utilité d'intervenir dans le cas de traumatisme pénétrant. Maintenant, chez les lésées contendantes, si le patient présente un score d'ASIA qui est à C ou meilleur, ça veut dire que il y a une fonction motrice en dessous du niveau de la blessure, mais c'est moins de 50% qui ont une force supérieure à 3. Dans ce cas, comme je vous ai dit, il y a jusqu'à 75% des chances que le patient regagnera sa motricité. Mais c'est avec intervention. Si on n'intervient pas chez le patient avec une compression médulaire et un examen qui révèle un ASIA C, on peut s'attendre à ce que le patient empire et le pronostic sera beaucoup très, très pauvre chez ce patient-là. Il y a aussi la question tandis que s'il s'agit d'un score de ASIA D, c'est beaucoup plus vraisemblable que le patient marchera et se remettra bien de la blessure. Donc, dans le cas de lésions médulaires et lésions parlons des lésions médulaires, parce que les lésions de la colonne sans lésions médulaires sont un autre type de lésions qui n'ont pas de déficit neurologique. Donc, on traite quelque chose d'autre. Par exemple, on essaie de prévenir une blessure neurologique dans le cas d'une lésion rachidienne sans lésion médulaire. Maintenant, dans le cas de lésions médulaires et rachidiennes, avec une pathologie mécanique qui peut être traitée chirurgicalement, le pronostic dépend du délai d'intervention, de l'âge du patient, de
d'autres morbidités, d'autres maladies. Mais si on intervient très vite, moins de 24 heures de temps, et surtout chez un patient jeune, et le déficit neurologique est incomplet, ce sont des patients qui ont beaucoup de chances à se remettre de la blessure s'ils non seulement subissent l'intervention chirurgicale, mais suivent un programme de rééducation après. OK, donc la réponse est un peu compliquée, mais j'espère avoir répondu à votre question. Merci, Ernest. J'ai aussi les remerciements du Dr. Derivoire pour cette excellente présentation. Elle a deux questions. La première question, c'est est-ce que le choc spinal post-traumatique a la même physiopathologie que le choc spinal qu'on enregistre parfois après une anesthésie rachidienne haute? Après quoi? Après une anesthésie rachidienne haute. Après une anesthésie rachidienne haute. Non. Maintenant, quel est le mécanisme d'un choc dû à l'anesthésie rachidienne haute? Il pourrait y avoir plusieurs étiologies. L'étiologie pourrait être ischémique, dépendant de est-ce que nous avons des anesthésistes? Je vous invite, s'il y a un anesthésiologiste qui peut parler un peu, puisque je n'exerce pas dans le domaine, je vois juste les cas compliqués qu'ils présentent quand ça ne marche pas, et ce sont des cas très, très rares. Mais physiologiquement, une anesthésie haute ne toucherait pas. Bon, si l'anesthésie haute touche les voies sympathiques directement, et je ne vois même pas comment ce serait possible. Mais peut-être si le tronc sympathique avait été touché directement par une anesthésie, il y aurait peut-être dans ce cas particulier des similarités entre le choc. Je pense que vous parlez du choc neurogénique, n'est-ce pas, et non pas du choc spinal, Dr. Derivoire. Vous parlez du choc neurogénique. Malheureusement, Dr. Derivoire a un problème de micro, donc elle pourra compléter la question après. D'accord. Et s'il y a quelqu'un dont nous avons un anestésiologiste, comme tu as dit, ouais. On sera bien content d'avoir un complément. Tout à fait. Et en attendant... Oui. Non, un petit mot. Juste pour dire, parce que il y a plusieurs manières de léser la moelle épinière par anesthésie spinale. C'est la raison pour laquelle j'aurais bien aimé avoir un anesthésiologiste qui réponde un peu au risque de l'anesthésie spinale, et en identifiant les risques à la moelle, je pourrais peut-être mieux clarifier quels sont les risques qui ressemblent un peu plus à ce qu'on voit dans le cas de trauma, et versus ceux qui ressemblent plus, par exemple, au cas ischémique, et ainsi de suite. Très bien. Donc, en attendant, on peut passer à la deuxième question du Dr. Derivoire. Qu'est-ce qui aurait pu être fait différemment, selon vous, pour le Dr. Marc-Kennedy-Guerrier? C'est un cas que je connais presque comme vous autres. Je ne connais pas le cas intimement, donc je ne pourrais pas dire. Bon, j'ai lu qu'il y avait été au moins 2 ou 3 jours, si je ne me trompe pas, après qu'il ait été atteint de cette projectile qui est arrivé finalement à un centre de référence. Donc, premièrement, question de soins hospitaliers. Si on vit dans un pays où
on n'a pas un système de soins préhospitaliers ou des ambulances avec des professionnels de la santé sont formés et prêts à stabiliser le patient sur place et optimiser les traitements de premiers soins. Déjà, on est dans une situation où on aura une aggravation des blessures secondaires. Et ce sont surtout les blessures secondaires qui sont responsables des séquelles à long terme et des séquelles qui mènent éventuellement à la mort. Cela ne veut pas dire que et comme je vous ai dit, puisque le geste chirurgical, si on parle de geste chirurgical, on sait déjà que pour ce type de blessure, le geste chirurgical n'aurait pas forcément amélioré le pronostic fonctionnel, mais un système de soins plus musclé, surtout en ce qui concerne et les soins préhospitaliers et les soins intensifs et les soins neurocritiques, aurait pu peut-être maintenir en vie un patient atteint de ce genre de blessure et lui donner des chances de se remettre, parce que le fait que le geste chirurgical n'aurait pas amélioré son pronostic ne veut pas dire qu'il n'aurait pas eu un pronostic meilleur avec l'appui dont il avait besoin. Donc, s'il avait même la chance de vivre assez longtemps pour réaliser le pronostic de sa blessure en Haïti, peut-être qu'il aurait pu survivre. Maintenant, j'ai déjà dit que même dans les pays développés, des gens atteints de ce type de blessure meurent dans les hôpitaux, même avec toutes les technologies modernes. Donc, on ne peut pas blâmer sa mort sur les besoins graves que nous avons en Haïti en termes de système de santé. Mais sa blessure, l'histoire, tout ce qui s'est produit ne nous permet pas non plus de savoir ce qui aurait pu être possible si on avait mis en place les besoins de base en termes de système préhospitalier et capacité de soins neurocritiques. Merci. Je partage aussi les remerciements du docteur Rochelin, qui trouve que la présentation était très claire et qui vous en remercie. Merci. Et nous avons une question aussi du docteur Éric Toussaint, qui est chirurgien général de l'hôpital Bienfaisance de Pignon. Il remercie grandement de la brillante conférence et la question est: quelle serait la meilleure conduite à tenir dans le cas où l'on reçoit un patient avec trauma rachidien plus fuite importante de LCR, de liquide céphalorachidien? Très bien. Il n'y a pas de différence significative, sauf que, bon, premièrement, fuite de LCR. Si on parle de lésions fermées et non pas de lésions pénétrantes, on ne va pas voir la fuite de LCR, à moins qu'on intervienne chirurgicalement. Donc, dans la salle d'opération, peut-être, s'il y a une fuite d'LCR, ça, on peut réparer les fuites d'LCR. Pas tous, mais souvent, si la déchirure de la dure-mère est de la face postérieure de la moelle, ça, on peut le réparer. Sinon, il faut soit utiliser, il y a du matériel qu'on peut utiliser si on n'a pas
le matériel artificiel. On peut utiliser je pense en anglais, c'est la difficulté là. Le fascia d'un muscle, par exemple, il y a beaucoup de muscles, même dans le dos, où on peut faire une greffe de fascia pour réparer la dure-mère. Parfois, on peut utiliser un morceau de fascia de la jambe aussi pour réparer la dure-mère de cette manière-là. Il y a aussi des produits, des colles qu'on utilise. Au fait, laisse-moi voir si j'ai mis l'image. Je ne sais pas si j'ai mis l'image dans la présentation. Je vais voir si j'ai mis une image de... Oui, en fait. J'aimerais partager mon écran parce que justement, le cas que Dr. Lafortune et moi, que nous avons effectué, avait une déchirure et une fuite de LCR. Et heureusement, je suis arrivé à Bernard-Meuse avec ce col bleu-là que vous voyez, que nous avons pu utiliser justement dans cette intervention pour renforcer l'intégrité de la dure-mère et prévenir que cette fuite de LCR continue. Maintenant, même après la réparation de la dure-mère, il faut normalement que le patient reste dans son lit au moins 24 heures de temps. Et si on parle de déchirure importante et une fuite importante de LCR, parfois il faut que le patient reste dans son lit pendant 2 ou même 3 jours pour donner assez de temps à la dure-mère pour guérir, pour qu'il n'y ait pas de fuite iatrogénique. D'accord? Donc voilà les stratégies que nous utilisons pour réparer la dure-mère lorsqu'il y a une fuite d'ACR. OK, merci. On a aussi les remerciements d'Isaac Archibus qui aimerait savoir le rôle de la physiothérapie en post-op dans les lésions médulaires et ou rachitiennes. C'est capital. C'est capital. On ne réalisera jamais le pronostic maximal et optimal du patient atteint d'une lésion médulaire sans physiothérapie. Pourquoi? Parce que même après décompression, fusionnement, tout le traitement qu'il faut pour réparer la colonne et la moelle, maintenant, il faut que les nerfs aient l'opportunité de réapprendre à se parler pour que la physiologie, la neurophysiologie reprenne. Et cela ne peut pas se produire sans un programme rigoureux de physiothérapie. Donc, c'est d'une importance capitale. Merci. Nous avons aussi les remerciements du Dr. Bous, qui remercie pour ta disponibilité et te présente sa sympathie pour cette perte du Dr. Farmer. Et en même temps, Dr. Bous pose la question suivante. Quid des blast injury, cas où un projectile passe près de la colonne sans la toucher et où on observe une sidération de la main? Mm-hmm. Ouais. OK, donc là, merci beaucoup, docteur, et plaisir de vous revoir virtuellement. Alors, il y a plusieurs aspects à considérer. Il y a la question de d'autres blessures. Est-ce qu'il y a d'autres blessures à traiter chirurgicalement? Parfois, on pourrait vouloir la présence du neurochirurgien pendant les autres interventions au niveau de l'abdomen, par exemple, si besoin est, si
s'il y a, si on s'inquiète pour un changement neurologique quelconque dû à la déformation de la moelle. Mais j'imagine que vous parlez des cas où on voit une sidération de la moelle, mais sans déficit neurologique. S'il y a un déficit neurologique, le neurochirurgien doit, ou le chirurgien doit évaluer l'imagerie. Alors, quel genre d'imagerie? L'imagerie à résonance magnétique serait l'idéal, mais je sais que pour la plupart des Haïtiens, cette possibilité n'existe pas. Mais dans les cas où on a accès au scanner et un radiologue qui sait faire des myélogrammes, c'est une autre possibilité. Injection de contraste qui permet d'étudier la morphologie de la moelle et on peut déterminer si avec cette sidération de la moelle, il y a justement un cible chirurgical où il vaut la peine d'intervenir, et d'autant plus s'il s'agit d'un déficit neurologique qu'on peut lier à cette sidération de la moelle, l'intervention pourrait être indiquée. Mais si la moelle est sidérée et il n'y a aucun déficit neurologique et à l'évaluation des os et des articulations, il n'y a aucune évidence d'instabilité, ce sont des cas où l'indication chirurgicale n'existe pas. Donc, c'est juste à savoir, voilà la nouvelle anatomie de ce patient qui ne révèle pas de séquelles cliniques dues à ce changement de l'anatomie. Merci. Docteur Bous, si vous souhaitez compléter. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. En fait, bonsoir docteur Barthélemy. En fait, j'ai observé plusieurs cas comme ça dans ma pratique privée où on n'avait pas de lésion au niveau du canal rachidien ou de la colonne, mais qu'on avait des déficits en aval. Donc, qu'on pense que les lésions en aval étaient dues à l'effet blast. Et à l'effet blast, donc qui entraînait des lésions de la moelle. Donc, je veux savoir, est-ce que dans ce cas-là, puisque vous avez parlé des traumatismes pénétrants de la moelle et des traumatismes contondants, est-ce que ces cas-là, comment est-ce qu'on peut les considérer? Est-ce qu'on a une chance de pouvoir avoir une récupération quelconque de ces patients à l'avenir? Est-ce qu'il faut opérer sur la moelle? Est-ce que je dois appeler le neurochirurgien? Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Oui. Bon, premièrement, oui, il faut appeler le neurochirurgien. Premièrement. Deuxièmement, est-ce qu'il faut intervenir chirurgicalement? Vous avez dit que ce sont des cas où il y a un déficit neurologique, n'est-ce pas? Il y a un déficit neurologique, c'est dû à un effet de blast, une blessure blast, qui s'est produit combien de temps avant que le patient présente à votre clinique? Non, c'est un déficit neurologique qu'on observe quand on examine le patient en urgence. En urgence, d'accord. Oui. Oui, bon, voilà. S'il y a un déficit neurologique, quand le patient présente en urgence, on traite le patient de la même façon qu'on traite tous les autres. Maintenant, les lésions pénétrantes de plaies par balle ont aussi un effet de blast. Donc, cet effet de blast, justement, modifie significativement notre capacité de bien pronostiquer chez ces patients. Je dirais que s'il y a un déficit, à la base, s'il y a un déficit neurologique lié au niveau
de la sidération et on voit chirurgicalement la possibilité de corriger l'anatomie et rétablir une anatomie plus normale. Il y a beaucoup de neurochirurgiens qui pourraient et devraient peut-être intervenir. Mais la question, c'est une bonne question parce que la réponse n'est pas claire. Et la réponse dépend de plusieurs facteurs dont j'ai parlé, surtout dans le cas de plaies par balle. Donc, c'est presque le problème qui se produit. J'ai parlé des plaies pénétrantes, mais un plaie par couteau n'est pas la même chose. Un plaie par balle est un plaie qui produit justement un effet de blast. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles les séquelles s'étendent loin du site où la moelle a été lésée par le projectile. Et c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles on n'a pas vu jusqu'à nos jours de différence entre les résultats pour les patients où on intervient et les patients où on n'intervient pas. Ça ne veut pas dire qu'on ne devrait pas intervenir, mais ce sont des cas qu'on est encore en train d'étudier. Et malheureusement, avec l'insécurité, la guerre et ainsi de suite, on sait qu'on aura encore affaire à ce genre de choses. Heureusement, ce sont des questions auxquelles les gouvernements s'intéressent aussi parce que ce sont le genre de blessures que les soldats, les armées, ainsi de suite, auxquelles ils font face. Et donc, il y a beaucoup de scientifiques, justement, qui mènent des recherches sur cette question. Merci, Ernest. Encore deux questions. Isaac Orchelus demande, dans le cas d'une infection chronique après une fusion, est-ce qu'il y a des cas où l'enlèvement du matériel d'ostéosynthèse est autorisé? Dans le cas d'une infection, pardon, parce que j'ai été dit quand vous avez parlé d'infection, je me suis rappelé que je n'ai rien dit pour les infections dans le cas de LCR. Donc, je vais revenir sur cette question de LCR. Mais, OK, donc, dans le cas d'une infection chronique après fusion, oui. Est-ce qu'il y a des cas où est-ce qu'il faut enlever le prothèse? Vous parlez des prothèses qu'on a utilisées pour le fusionnement rachidien, c'est ça? C'est ça la question? Alors, la question, c'est le matériel d'ostéosynthèse. Le matériel. OK. Aux États-Unis, normalement, on n'enlève pas le prothèse parce que la plupart de ces matériels-là sont produits de matériel qui résiste de manière très efficace l'infection. Donc, il y a question de quel genre de matériel a été utilisé pour l'ostéosynthèse. S'il s'agit de titanium, par exemple, normalement, on laisse le titanium. On peut effectuer un débridement, bien laver le site d'infection et un traitement d'antibiotiques selon l'organisme, disons, à 6 semaines de suivi ou même 2 mois de suivi ou plus pourrait être indiqué. Maintenant, dans la plupart de ces cas, l'infection ne revient plus. Maintenant, il y a des cas d'infection chronique où ce genre de traitement ne fonctionne pas ou fonctionne mal. Et ce sont le type de cas où on peut considérer l'enlèvement de l'ostéosynthèse. Pardon? Docteur Desjans, vous disiez quelque chose? Non, ça va. D'accord. J'avais une question de docteur Derivoire par téléphone. D'accord. Oui. Et
Elle voulait savoir si est-ce qu'on peut penser que beaucoup de cas de lésions médulaires post-traumatiques sont dus à un mauvais ramassage? Et quelle est la part de l'éducation de ceux qui apportent les premiers soins en Haïti? Bien sûr. Bien sûr. Et c'est la raison pour laquelle j'ai mis l'accent sur le besoin de former les professionnels de santé qui savent bien ramasser les patients en bloc. Quand je dis en bloc, on a ce qu'on appelle log rolling en anglais, log rolling. Donc, le roulement en bloc, ou en bûche, c'est une manière de transporter le patient avec un minimum de risque à aggraver la blessure rachidienne. Donc, ce genre de ramassage demande une formation. Les physiothérapeutes souvent apprennent à bouger les patients de cette manière. Donc, peut-être si on a des physiothérapeutes, ils peuvent participer à une formation qui serait destinée à ce genre de professionnels. Mais stabilisation de la colonne avec collier cervical et d'autres matériels s'il le faut, des sacs de sable, comme j'ai dit, et ainsi de suite. Très important. Et aussi une main-d'œuvre bien formée qui comprend le risque d'aggraver une blessure rachidienne est très important. Merci. Il y a encore quelques questions qui se sont ajoutées. Marie-Denise qui demande, suivant la durée de la prise en charge d'un traumatisme de la moelle épinière en Haïti, en quoi relève le rôle de l'infirmier en dehors d'un acte chirurgical? Ouais. Le rôle de l'infirmier et de l'infirmière est extrêmement important à plusieurs niveaux. Premièrement, dans les unités de soins critiques, j'ai dit qu'il faut avoir une tension artérielle moyenne supérieure à 85. Donc, c'est l'infirmier qui va nous aider à nous assurer que cette perfusion de la moelle est maintenue au niveau qu'il faut. Parce que sinon, le patient peut souffrir d'une aggravation de sa blessure par une lésion ischémique. Donc, ça c'est l'un des aspects très importants. Deuxièmement, dans tous les soins neuro-intensifs, le minimum qu'il faut avoir pour avoir une unité de soins neuro-intensifs est un infirmier qui sait effectuer un examen neurologique et l'effectuera chaque heure de temps et avisera au médecin quand il y a un changement de l'état neurologique. Donc, là encore, un rôle très important. Troisièmement, le positionnement du patient. Ce sont des patients qui ont un risque très élevé, comme j'ai dit, de développer des escarres et des ulcères dermatologiques qui peuvent même s'enfoncer jusqu'au niveau des muscles et ainsi de suite. Donc, le repositionnement du patient, le roulement en bloc du patient avec aide est aussi la responsabilité de l'infirmier et de l'infirmière. Et tas d'autres choses. Mais voilà plusieurs exemples déjà du rôle vital de l'infirmier dans la prise en charge de ces patients après l'acte chirurgical. Merci de souligner ce rôle. J'en profite pour saluer Madame Réveil Jean-Baptiste qui est avec nous et je suis certain qu'elle va véhiculer ce message dans le monde infirmier. Merci.
Et j'ai encore une question de Dr. Gous. Dans le cas où on n'intervient pas, quelle sera la place des corticoïdes? Ouais, la place des corticoïdes. À dire vrai, je pense qu'il faut étudier le rôle des corticoïdes dans le contexte haïtien. Je ne pense pas qu'on puisse suivre les recommandations internationales, soi-disant internationales, qui sont déjà très controversées et qui ont été mises en place par des études qui ont été menées dans d'autres populations. Il n'y a aucune validité externe pour des populations comme la nôtre. Donc, je pense qu'il est premièrement important de savoir que les corticoïdes ont beaucoup de complications et peuvent aggraver ces blessés, mais on n'a pas résolu la question de l'utilité des corticoïdes. Et donc, la manière de bien résoudre cette question serait de l'étudier. Donc, si on créait, désignait une étude, par exemple, cette étude pourrait être une étude de 2 centres où l'un décide de ne pas traiter ces lésés avec corticoïdes et l'autre de traiter tous avec corticoïdes, ou plusieurs centres décident de randomiser la mise en place de ces traitements. Ce sont des études qu'on peut mener en Haïti, j'en suis sûr. Et de là, on pourrait voir les résultats qui se produisent et décider quel rôle ces médicaments-là devraient avoir dans notre contexte. Très bien. Et on termine par cette question de Mozart Chérubin qui voudrait savoir comment ont évolué les cas présentés dans la conférence. Ouais. Bon, je ne sais pas si il y a, parmi les cas que j'ai présentés, il y a un seul cas qui est un cas réel. Les autres cas sont des cas que j'ai pris de la littérature. Le seul cas réel, et je ne sais pas si Docteur Lafortune est encore avec nous. Il n'est pas. Donc, j'aurais besoin de faire un suivi avec lui pour voir si on a des nouvelles. Mais je dois dire que le cas très important, le dernier cas que j'ai présenté avait très peu de chances de se remettre de la blessure. Donc, c'était une question de la laisser sans aucune chance ou de lui donner une chance de, disons, aux environs de 5 à 10% de chance, et c'est peut-être optimistique, de se récupérer. Et là, il faudrait donc nous avons effectué l'intervention le mois de septembre, donc octobre, novembre, décembre. Donc, ce n'est que le mois dernier où elle aurait été permise de commencer un programme de physiothérapie. Alors, je n'ai pas la réponse à la question. Le fait qu'elle soit jeune lui donnait peut-être un peu plus de chance que des patients qui n'auraient pas été si jeunes. Et j'aurais besoin de voir avec le Dr Lafortune si on a une mise à jour à son sujet. Toute dernière intervention, il y a les félicitations de Mme Réveil Jean-Baptiste qui remercie pour ce partage de connaissances. Et la dernière question de M. Orchelius, le Dr Orchelius, c'est tenant compte des réalités de notre pays, dans le cas d'une dislocation rachidienne, et qu'il n'y a pas moyen de transporter le patient vers un centre spécialisé, pensez-vous que la double traction des membres inférieurs peut aider? Est-ce que la double traction des membres inférieurs peut aider? Je dirais
que ce serait une très mauvaise idée d'essayer d'effectuer ce genre de traction sans imagerie et sans prendre en compte le reste du tableau clinique. Je pense qu'on courait plus de risques d'aggraver la blessure que d'aider, même avec imagerie, mais d'autant plus qu'on parle d'un cas où on n'a pas d'imagerie. Donc, on ne sait pas, tout mouvement peut aggraver la blessure. Et c'est même s'il y a des témoins qui ont vu l'accident qui a produit la blessure, le plus souvent, les travailleurs de santé ne l'ont pas vu et ne pourront pas diagnostiquer parfaitement le mécanisme de blessure sans imagerie. Et savoir le mécanisme de la blessure est très important dans la planification des interventions. Donc, je dirais non. Je dirais non. Stabilisation, transportation avec sécurité et imagerie et premiers soins et ainsi de suite. Merci, Dr. Barthelemy. Sur ce, je vais remettre le micro à Dr. Delaunay ou Dr. Rochelin. Merci, Dr. Deschamps. Donc, je remercie, au nom du FMC, je remercie très fortement le Dr. Barthelemy pour cette présentation, ce partage, comme pour répéter Madame Réveil, ce partage de connaissances. Il s'agit vraiment d'une conférence de très haut niveau. Et nous le remercions également pour son dialogue avec le public et toute sa patience pour répondre à nos questions. Nous remercions toute l'assistance qui nous a accompagnés pour cette conférence. Et nous remercions également David, Jérémy, pour son support et toute l'équipe qui nous a permis de bien organiser cette conférence. Merci encore, Dr. Barthelemy, et nous espérons vous avoir bientôt pour une autre session. Merci. Merci. Voilà. Et pour l'assistance, je veux dire que notre prochaine session vous sera bientôt annoncée. Elle se tiendra le dernier mercredi du mois de mars. Nous vous l'annoncerons bientôt. Merci encore, Dr. Barthelemy. Avec plaisir. Toujours un plaisir et merci beaucoup de m'avoir eu encore une fois. Donc, merci Ernest et tu as les salutations et les félicitations de Harold Claude. Pardon. Merci beaucoup. Partagez. Merci. Merci.